Il arrive parfois qu'un simple mot murmuré avec calme pèse plus lourd que toutes les tempêtes d'une vie entière. Pour David, ce mot a mis des décennies à surgir. Pendant longtemps, il avait choisi l'ombre, préférant l'élégance du mutisme à l'agitation des conflits. Son histoire, pourtant, n'était plus seulement la sienne. Elle s'était lentement transformée en matière à scandale, en feuilleton national disséqué par les médias et commenté par ceux qui ne connaissaient de lui que son nom de famille. La France avait observé, analysé, interprété son silence, comme si celui-ci parlait à sa place, alors qu'il n'exprimait qu'une réalité simple, le refus de se laisser avaler par la violence publique. Là où d'autres auraient crié, tempêté, corrigé chaque rumeur, David avait préféré se retirer préservé, ce qui lui restait d'espace intérieur. Il comprenait mieux que quiconque que dans certaines familles, les mots ne réparent rien, ils aggravent. Et dans la sienne, les mots avaient souvent été hurlements, déchirements, promesses, effrités. Rester silencieux, c'était sa manière de ne pas ajouter une pierre de plus à un édifice déjà fissuré. Pourtant, à force de laisser le tumulte s'installer, une idée s'était imposée. Son silence alimentait lui aussi la légende, celle d'un fils distant, résigné, absent. Rien n'était plus faux. Ce mutisme était un rempart, pas un abandon. Lorsqu'il décide enfin de parler en 2025, la France avait l'impression étrange d'entendre un fantôme prendre la parole. Ces déclarations résonnèrent comme un coup de tonnerre, non pas parce qu'elles étaient violentes ou accusatrices, mais au contraire, parce qu'elles étaient posées nues, dépourvues de toute volonté d'épâter. On avait oublié que les mots peuvent être sobres sans être faibles, qu'ils peuvent être calmes sans être dociles. Ce qu'il révéla alors imposa un vertige pour lui. La tragédie familiale n'était jamais entrée dans la sphère publique par choix, mais par contrainte. Et si soudain elle devenait affaire nationale, ce n'était pas par ambition médiatique, mais parce qu'il choisissait enfin de reprendre en main le récit de sa propre vie. Ce moment marqua une rupture dans la perception que le pays avait de lui. Pendant des années, on l'avait imaginé comme une silhouette secondaire orbitant autour du mythe paternel, un héritier effacé dont les émotions semblaient perdues, derrière une discrétion trop parfaite. Mais dans ses mots mesurés, matures, presque tremblés, apparaissait un homme qui avait porté en silence un poids que personne ne devrait porter seul, celui de voir la mémoire de sa famille s'effriter sous le regard public sans pouvoir en protéger l'essence. Il ne se défendait pas. Il ne justifiait rien. Il ne réglait pas des comptes. Il redonnait simplement une dimension humaine à une histoire que l'on avait transformée en spectacle. Et ce faisant, il rappelait que certains silences ne sont pas un renoncement, mais l'attente patiente du moment où la vérité pourra enfin se dire sans hurler. Né dans l'ombre lumineuse de deux astres qui régnaient sur la scène française, David n'eut jamais la possibilité de choisir l'environnement dans lequel il grandirait. Il était encore dans un berceau lorsque son existence devint matière à une attention médiatique qu'il n'avait pas sollicitée. Être fils unique du roi du rock français et d'une icône de la pop n'avait rien d'un privilège innocent, c'était une exposition permanente, presque une dépossession. On le regardait avant même de lui demander qui il était, et l'on interprétait tout à travers le prisme de ses parents, comme si sa vie ne pouvait être qu'une déclinaison de la leur. Chaque sourire capté par un objectif devenait promesse. Chaque absence était scrutée comme un présage. Pour un enfant, ce poids avait la densité d'un destin imposé. Lorsque Johnny et Sylvie se séparèrent, David était trop jeune pour saisir la portée de cet éclatement, mais assez lucide pour comprendre que son univers venait de se scinder. On ne lui demanda pas son avis, son enfance devint un long voyage entre deux mondes, deux villes, deux cultures, deux conceptions de la vie. Paris lui apprit le sérieux des studios d'enregistrement Los Angeles, lui offrit l'air brûlant des routes, les guitares saturées et une forme de liberté plus sauvage. Il trouva peu à peu refuge dans un espace où aucun adulte ne pouvait l'atteindre, la musique. Elle n'offrait pas seulement un abri, mais une langue intime qu'il pouvait modeler sans contrainte, loin des attentes que son nom éveillait. Dans ces années fragmentées, il comprit que son identité ne pourrait jamais se construire en mimant celle de ses parents. Sa lente maturation artistique fut une réponse silencieuse à un dilemme ancien: comment exister lorsque tout le monde vous voit déjà comme un personnage?
Là où son père vivait, bruyamment brûlait, flambait. David préférait la lenteur, la nuance, l'introspection. Il observait plutôt qu'il ne s'imposait, il écoutait plutôt qu'il ne hurlait. Cette différence n'était pas une faiblesse, elle devint son salut. L'adolescence, souvent tumultueuse pour tant d'autres, fut pour lui l'époque où il apprit à s'effacer dans les marges tout en développant un univers musical secret. Il écrivait en anglais, travaillait les harmonies avec une discipline héritée de ses années américaines et tissait dans ses compositions une sincérité qui contrastait avec le ton flamboyant du rock paternel. Son premier album plus tard ne serait pas une tentative d'échapper à son héritage, mais la preuve qu'il pouvait créer un langage personnel. Derrière la douceur de son regard se cachait un enfant qui avait dû trouver sa place entre deux légendes vivantes. Il ne les rejetait pas, il ne les imitait pas. Il apprenait simplement à devenir autre chose qu'un symbole. Sa jeunesse faite de déplacements continus d'affections lointaines et de studios trop froids forgea une sensibilité singulière, à la fois pudique et lucide. De cette enfance, sous projecteur, il garda une vérité fondamentale, la lumière fascine, mais elle enferme. Et pour survivre, il lui faudrait inventer son propre chemin loin des éclats qui avaient consumé ceux qui l'avaient mis au monde. À l'orée de l'âge adulte, David comprit que sa liberté ne viendrait jamais d'un acte de rupture spectaculaire, mais d'un tissage patient, celui d'une vie façonnée par ses choix, non par son héritage. Lorsqu'il sortit son premier album, il ne cherchait pas la provocation ni l'éclat. Il cherchait simplement à exister à travers une voix qui ne serait pas comparée à celle de son père. Cette quête d'apparence modeste était en réalité un combat silencieux contre tout ce qui l'avait précédé. Très vite, le public sentit que sa musique n'avait rien d'un mimétisme, elle respirait une pudeur, une nostalgie, une intériorité profonde. Là où le rock de Johnny creusait dans la terre, celui de David flottait dans l'air. Au fil des années, sa carrière devint le lieu où il pouvait enfin ordonner ses pensées. Les studios l'apaisaient davantage que n'importe quelle scène. Il s'y perdait des heures cherchant une ligne mélodique jusqu'à en oublier le monde extérieur. La composition pour lui n'était pas un exercice, mais un refuge. À chaque album, il déposait une part de son histoire familiale sans jamais la dévoiler entièrement. Les mots étaient mesurés, choisis avec une précision presque artisanale. On y devinait la douleur d'un enfant séparé, la distance entre deux continents, les silences d'un père toujours en tournée. On y percevait aussi sa volonté inflexible de ne pas reproduire les excès qui avaient marqué l'existence de ceux qu'il aimait. Sa vie sentimentale suivit la même ligne sincère, mais fragile. Avec Estelle, il forma pendant quelques années un couple lumineux, un duo admiré que l'on photographiait partout. Pourtant, derrière les clichés parfaits, il luttait contre une inquiétude plus ancienne, celle de voir un amour s'effriter comme celui de ses parents. Il aimait intensément, mais craignait tout autant les incidents du destin, la brutalité du temps, la pression du regard public. Leur séparation à la fin des années 1990 fut un coup porté à son idéal de stabilité. Il n'accusa personne, n'entama aucune guerre médiatique. Il accepta simplement que certaines histoires, même les plus belles, ne résistent pas aux ombres que l'on porte en soi. Pour échapper aux attentes, il explora d'autres horizons. Il composa pour le cinéma, chercha le défi dans la mécanique automobile, participa aux 24 heures du Mans, non pour briller, mais pour éprouver une sensation que la musique ne lui donnait pas, celle du contrôle absolu. La vitesse paradoxalement l'apaisait. Dans la solitude d'un cockpit, il retrouvait une forme de silence intérieur que les projecteurs lui avaient trop souvent refusé. Puis vint Alexandra dont la présence douce offrait ce que le tumulte des années avait emporté un ancrage. Avec elle, il bâtit une vie loin des caméras dans un sud de la France où la beauté du paysage se mêlait à l'exigence de la discipline. Le couple devint un rempart contre les fantômes du passé. Leur fils naquit dans ce cadre tranquille, comme un signe que David pouvait enfin respirer dans un monde qu'il avait lui-même choisi. Pourtant, cette paix ne signifiait pas l'oubli. Elle n'effaçait ni les blessures de l'enfance, ni la conscience aiguë du chaos qui avait façonné son histoire. Elle n'en était que le contrepoids fragile, précieux, et toujours susceptible d'être bousculé.
David le savait le chemin qu'il avait construit aussi solide, fût-il n'était pas éternel. La vie avait cette manière cruelle de revenir frapper à la porte lorsque l'on croit enfin être hors d'atteinte. Le 5 décembre 2017, la France entière sembla s'immobiliser. C'était comme si une lumière familière venait soudain de s'éteindre, laissant derrière elle un vide dont personne ne savait encore mesurer l'ampleur. Johnny l'homme qui avait incarné durant 6 décennies une forme brute d'énergie et de liberté n'était plus. Les foules se rassemblèrent spontanément les bougies, s'alignèrent dans les rues froides de Paris, et un silence étrange enveloppa un pays habitué aux excès et aux flamboyances de son idole. Mais si la nation pleurait un mythe, David lui perdait un père souvent absent, parfois maladroit, mais dont l'ombre avait façonné toute son existence. Les funérailles. Grandioses, retransmises partout, accentuèrent ce mélange de douleur intime et de spectacle national. Pendant quelques jours, la famille Pante sembla soudée comme si l'aura de Johnny parvenait encore à réunir ceux que les années avaient dispersés. Mais cette unité fragile, presque artificielle, se fissura plus vite que personne ne l'aurait imaginé. Quelques semaines après l'enterrement à Saint-Barthélemy, des murmures commencèrent à courir, se propageant comme une rumeur toxique. On parlait d'un testament, d'une répartition étrange, d'un choix inattendu. Très vite, les murmures devinrent articles puis polémiques. Lorsque Laura publia sa lettre bouleversante révélant que David et elle avaient été totalement exclus de l'héritage, la France bascula dans une stupeur mêlée d'indignation. Le pays savait que Johnny avait vécu en Californie, mais il ignorait les implications juridiques d'un tel choix. La possibilité qu'un père puisse légalement priver ses enfants de toute part d'héritage était inimaginable aux yeux d'un peuple pour qui la filiation restait un principe sacré. Ce fut une onde de choc. Non pas un simple débat légal, mais une question morale portée sur toutes les lèvres. Au milieu de cette tempête, David demeura d'un calme presque déroutant. Il ne s'emporta pas, ne s'effondra pas, mais ce mutisme n'avait rien d'une neutralité. Il signifiait qu'il refusait de transformer sa douleur en spectacle. Pourtant, l'humiliation était immense. Apprendre par voie de presse que l'on est effacé du testament de son propre père, cela dépasse les chiffres, les biens, les maisons. C'est une blessure symbolique profonde qui réactive des années d'incompréhension, d'éloignement et de non-dit. Lorsque Laetitia prit la parole pour affirmer qu'elle n'avait influencé aucune décision, son discours se heurta à une opinion publique déjà divisée. Pour certains, elle défendait simplement son mari. Pour d'autres, elle incarnait une figure de manipulation. Quoi qu'elle dise, rien ne parvenait à apaiser l'incendie. La nation semblait s'être approprié cette querelle comme un miroir de ses propres fractures familiales. Pour David, le choc fut double, il perdait un père mais également l'équilibre fragile qui avait tenu sa famille rassemblée malgré tout. Dans cette période, il se retrouva devant une vérité brutale, la mort ne résout pas toujours les conflits, elle les amplifie parfois. Les larmes du deuil n'avaient même pas séché que déjà commençait ce qui allait devenir l'une des guerres familiales les plus exposées des temps modernes. Et ainsi, sans l'avoir voulu, David entra dans un combat qui dépassait largement sa personne. Ce qui aurait dû rester une douleur intime devint une affaire publique, et cette fois, ce n'était plus seulement la France qui observait, c'était le monde. Lorsque l'affaire entra dans les tribunaux, quelque chose changea irréversiblement dans la vie de David. La scène où son père avait autrefois triomphé, baigné de lumière et d'applaudissements, fut remplacée par des salles d'audience immobiles, des bancs de bois, des dossiers empilés et des mots prononcés sans émotion. Ce qui avait été autrefois une histoire de musique, de passion et d'excès, devint soudain un débat juridique froid et méthodique. Pourtant, derrière ces échanges techniques se cachaient des années de blessures accumulées de silence, non choisi et de loyauté trahie. La procédure était simple en apparence, déterminer si Johnny devait être considéré comme résident américain ou français. Mais cette question anodine pour le public avait des conséquences colossales pour la famille. En Californie, Johnny avait le droit de déshériter ses enfants. En France, c'était impensable, illégal même. Ainsi, le destin matériel et moral de l'héritage reposait sur une nuance administrative presque absurde, mais qui porta des répercussions humaines incalculables.
Pendant 2 années, ce point précis devint le centre de débats interminables. Et durant ce temps, rien ne bougeait. Les biens étaient gelés, les tensions figées, les émotions suspendues, comme dans une attente oppressante. Laetitia affirmait défendre les volontés de son mari. Laura se battait pour réparer une injustice. Les avocats transformaient chaque souvenir en pièce à conviction, chaque décision familiale en argument. Et au milieu de ce tumulte, David restait fidèle à sa nature silencieuse. Ce mutisme que certains interprétaient comme une faiblesse était en réalité un bouclier contre le chaos. Il refusait de se laisser entraîner dans un théâtre où la douleur se transformait en spectacle. Il parlait rarement et lorsqu'il le faisait, ses mots étaient simples, presque désarmants. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect. Cette phrase pourtant révèle le cœur même de la bataille. Pour lui, l'héritage ne représentait ni fortune, ni possession. Il représentait une reconnaissance, un lien, un geste symbolique dont il avait été privé. Ce n'était pas l'exclusion matérielle qui blessait, mais l'effacement affectif, comme si sa place dans la vie de son père avait été contestée. L'humiliation publique ajoutait à cette douleur intime une dimension que le temps seul ne pouvait pas apaiser. Les années 2018 et 2019 s'étirèrent dans une forme d'épuisement moral. Laura donnait des interviews. Laetitia affrontait la presse, les avocats multipliaient les déclarations. David lui s'effaçait peu à peu de la sphère médiatique. Il ne fuyait pas, il préservait ce qu'il pouvait de son intégrité. Il passait du temps en studio, tentait de composer, de retrouver dans la musique un espace où le conflit ne pouvait l'atteindre. Mais même la création devint difficile, contaminée par le bruit du scandale. Puis vint la pandémie en 2020, qui suspendit tout comme si le monde entier s'accordait à respirer un instant. Cette pause involontaire permit au conflit de perdre un peu de sa rage, autant de lisser les angles les plus vifs. Et lorsque l'accord fut enfin annoncé, Laetitia conservant les propriétés, Laura recevant une compensation. David, n'exigeant rien, c'est moins la victoire que le soulagement qui domina. Interrogé David, prononça quelques mots sobres. Dieu merci, c'est fini. Ce n'était pas une célébration, mais la fatigue d'un homme qui, après avoir lutté pour préserver une vérité qu'il n'avait jamais voulu exhiber, aspirait simplement à retrouver une vie normale. Les tribunaux avaient tranché, mais la guérison, elle restait encore très loin. Après l'accord de 2020, la vie sembla enfin offrir à David une accalmie longtemps espérée. Les projecteurs se détournaient peu à peu de la querelle familiale, les médias cherchaient déjà de nouveaux drames, et lui, dans le silence protecteur de sa maison du Sud, tentait de réapprendre à respirer. La musique reprit sa place d'origine, non plus un refuge face au tumulte, mais un espace d'expression libre, intime, où il pouvait dire ce qu'il n'avait jamais su formuler dans la vie réelle. Durant ces années, il choisit la discrétion, laissant les documentaires, les hommages officiels et les monuments mémoriels à d'autres. Il ne souhaitait pas gérer l'image de Johnny. Il souhaitait seulement préserver ce qu'il restait de la relation fragile qu'ils avaient partagée. Puis, un changement inattendu se dessina. Vers 2023 et 2024, les échanges entre Laetitia et David se firent plus courtois. Ce n'était pas une amitié, ni même une complicité, plutôt une reconnaissance mutuelle, du fait qu'ils étaient liés par une histoire qui les dépassait. Ensemble, ils commencèrent à traiter des questions de droits moraux, d'autorisation d'usage, d'images, de décisions artistiques liées à l'héritage musical de Johnny. Pour la première fois depuis longtemps, la communication ne ressemblait pas à un champ de bataille. Il y avait même, dans certaines interviews, une nuance d'apaisement, une forme de maturité nouvelle. Lorsque David déclara en 2024 que tout se passe dans les règles, le public y vit un signe prometteur, presque une renaissance familiale. Cette même année, il publia un projet bouleversant un album entier, dédié à réinterpréter les chansons de son père, non pas comme un fils écrasé par le poids de l'héritage, mais comme un artiste dialoguant avec un fantôme qui lui avait manqué toute sa vie. Chaque morceau portait la marque d'un amour complexe, mêlé de regrets, de gratitude et de douleur. Les critiques saluèrent l'œuvre comme la plus intime de sa carrière.
On y entendait un fils cherchant non pas à rivaliser, mais à comprendre. Lorsque les médias lui demandaient s'il parlait encore à Jade et Joy, son ton s'adoucissait. Il disait les aimer les considérer comme ses sœurs et affirmait que sa porte leur resterait ouverte. Cette phrase fit naître dans l'opinion publique une idée peut-être après tout la paix était-elle possible. Peut-être que le temps, la maturité et les années de distance avaient enfin permis une forme de réconciliation. Mais cette paix était suspendue à un fil invisible, car sous cette surface lisse subsistait une douleur plus ancienne, enfouie mais intacte. Celle d'un jour de 2009 dans une chambre d'hôpital de Los Angeles lorsque David avait découvert des photographes devant la porte où son père plongé, dans un coma artificiel, luttait pour survivre. Cette intrusion, perçue comme une trahison ultime, n'avait jamais quitté sa mémoire. Il n'en parlait pas, mais elle demeurait là, tapie dans l'ombre. Ainsi, lorsque le 10 janvier 2025, au cours d'une interview paisible accordée au Figaro Magazine, on lui demanda s'il avait pardonné à Laetitia, quelque chose en lui se durcit doucement. Il baissa les yeux, inspira à peine, puis répondit d'une voix calme: « Je ne pardonnerai jamais à Laetitia. » Une phrase sans colère, une phrase sans haussement de ton, une phrase simple mais définitive. Et la France entière se figea. Ce n'était pas une attaque ni un règlement de compte. C'était une vérité qu'il avait portée trop longtemps pour la dissimuler davantage. Non pas un refus par vengeance, mais un refus par fidélité à sa propre douleur. Car pour lui pardonner aurait signifié nier la blessure, effacer des années de silence, forcer de malentendus et de trahison. Ce soir-là, alors que les réseaux sociaux s'enflammaient et que les chaînes de télévision organisaient des débats improvisés, David rentra simplement chez lui, retrouva son piano et se remit à travailler. Ceux qui l'ont vu ce soir-là décrivent un homme calme, presque libéré, comme si avoir enfin nommé l'indicible lui rendait un peu d'air. Ce n'était pas une guerre relancée, c'était une paix intérieure retrouvée.